Mmh. Ouais, on va pouvoir commencer vers 32-33, on va pas non plus, attendre indéfiniment, mais juste, laisser le temps aux gens de se connecter. Yes. Donc, comme le webinaire précédent, voilà, ça va s'organiser en 2 parties. Une première partie, présentation, slash, démo, donc, voilà, qui va durer 45 minutes. Et puis une seconde partie, questions-réponses pour les personnes qui devraient partir avant ou qui doivent vraiment partir à l'heure en termes de, voilà, à l'issue de l'heure. Vous pouvez vous laisser vos questions dans le chat et on répondra voilà, à toutes. Et on enverra le replay, voilà, à tous les participants. Donc, voilà, si jamais vous devez partir mais que vous avez une question, vous pouvez la laisser dans le chat, on y répondra et vous pourrez retrouver la réponse dans le replay. Et ensuite, évidemment, si vous avez du temps, c'est toujours plus sympa de la poser en direct, mais en tout cas, il y a aussi cette possibilité-là. Pendant la présentation, donc on ne prendra pas de questions directement. Donc voilà, on répondra à tout le monde à la fin de notre présentation. N'hésitez pas à les mettre dans le chat à mesure qu'elles vous viennent. Ouais. On dépilera. Bon, c'est parti? Ouais. Donc, encore une fois, bienvenue, voilà, à ce webinaire. Donc, il fait suite au premier qui a eu lieu il y a 2 semaines, dans lequel on avait présenté un peu les fondements, en tout cas, que nous, on a créé pour voilà, avoir une organisation IA native. Et si je devais, voilà, résumer le message de ce premier webinaire, c'était que être une entreprise IA native, c'est d'abord être une entreprise voilà, data first. Et que voilà, c'est cette couche de données unifiées qui permet ensuite de déployer plusieurs cas d'usage. Et le second message qu'on avait passé, c'était que voilà, vous n'avez pas besoin de faire un gros chantier data et d'unifier tout d'un coup, mais que vous pouvez le faire voilà, cas d'usage par cas d'usage, et que ce qui comptait, c'était d'avoir voilà, cette vision long terme, en tout cas voilà, une infrastructure, un système qui vous permette voilà, d'agréger au fur et à mesure votre donnée au même endroit. Et donc, voilà, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un des cas d'usage qu'on a déployé, qui voilà, nous permet aussi, nous, de nous rapprocher de la création de toute notre donnée, qui, en l'occurrence, est donc voilà, la partie prospection. Et voilà, encore une fois, cette réflexion, elle est née voilà, de nos différents projets à Achille et moi, et aussi de nos expérimentations pour nous dans notre activité. Les choses qu'on build. Donc, vous verrez voilà, pendant la présentation des partages de justement comment on a structuré cette data, du repo GitHub, des skills. On ouvre vraiment le capot et on vous montre comment on a construit nous dans notre infra et la manière dont ça tourne. Donc, aujourd'hui, l'objectif, voilà, ça va être en 3 points. La première, c'est sur la méthode.
Donc, comment on a décomposé voilà, ce problème d'acquisition pour le confier à l'IA, mais aussi ce qu'on n'a pas confié à l'IA et les raisons. Ensuite, la frontière, c'est effectivement c'est ce que je viens de mentionner entre voilà, ce qui doit être déterministe, donc avec voilà, une logique assez linéaire, et ce qui est pertinent de confier à l'IA. Et puis notamment aussi, ce qu'on a mentionné, c'est la comparaison entre voilà, créer un agent et utiliser des outils qui peuvent être existants aujourd'hui sur le marché. Et puis le dernier point, c'est voilà, la différence entre un agent qui est réellement autonome et un assistant que vous pilotez. Parce que c'est vrai que au final, tout le monde parle d'argent pour un peu tout et n'importe quoi, mais dans la majorité des cas aujourd'hui, voilà, ce dont on parle, c'est surtout voilà, des assistants finalement, en tout cas des choses qu'on pilote nous-mêmes. Et l'objectif, c'est aussi d'avoir des assistants, enfin, des agents du coup auxquels on peut vraiment déléguer une tâche entière sans avoir besoin de s'en soucier, ou en tout cas en faisant un suivi très léger. Des vrais contributeurs finalement. Exactement. Euh, L'objectif, encore une fois, c'est voilà, au final de rester sur le travail à forte valeur ajoutée donc, voilà, de confier le reste. Donc, voilà, nous, le travail à forte valeur ajoutée sur cette partie acquisition qu'on fait Achille et moi, c'est justement sur la création de contenu, notamment par exemple ces webinaires, pour voilà, partager nos apprentissages, pour interagir avec vous et avec nos clients, pour comprendre, pour construire. Et ensuite, ce contenu va voilà, générer des interactions, des signaux. Il faut faire le tri un peu dans voilà, les personnes qui sont potentiellement qualifiées avec qui on pourrait travailler, et puis les autres. Et donc, ce travail un peu plus mécanique voilà, et moins pertinent à faire. Et donc, c'était un peu la base de la réflexion de construire ce premier agent qui va justement prendre en charge toute cette partie qualification, segmentation et prise de contact. 100% moins pertinent pour un humain, en fait, dans la mesure où on préfère investir du temps à créer du contenu ou juste produire pour nos clients et expérimenter, construire ce genre d'agent, plutôt que à faire, comme tu l'as dit, Colin, du travail effectivement mécanique qui n'a pas de valeur ajoutée. Donc, je suppose que tout le monde se pose ici aussi la question de où est-ce qu'on met le curseur pour déléguer la partie du travail qui nous intéresse le moins, ou en tout cas qui est la moins pertinente en termes de valeur ajoutée pour un humain. Donc, un petit élément de comparaison sur aujourd'hui les trois alternatives qu'on a pour justement effectuer cette partie qualification et prospection. La première, c'est à la main. Donc, si tu veux passer la slide. Yes, pardon. Voilà, c'est quelque chose, je pense surtout, en tout cas, voilà, qu'on a tous déjà fait sur LinkedIn. Voilà, regarder qui a réagi à nos posts, ou regarder qui a vu notre profil. Aller regarder un peu les informations sur le profil en question, sur son entreprise, etc. Pour voir s'il est voilà, intéressant pour nous de contacter. Ensuite, décider si on va le faire ou pas, écrire un DM personnalisé, et puis ensuite se noter quelque part et plus ou moins structuré sur la relance. Personnellement, voilà, c'est des choses que j'ai essayé de faire à plusieurs reprises, et au final sur lesquelles je ne m'y suis jamais vraiment tenu. Et donc, voilà, ça, en tout cas, c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas forcément pour moi. La deuxième option, c'est la partie outils. 100%. 100%. Et en réalité, la prospection manuelle, bon, c'est pas un truc qu'on conseille de manière générale. On va dire que sur les trois manières de faire la prospection, évidemment, on va pas forcément comparer même au même niveau la première avec les deux d'après. Ne serait-ce qu'avec des outils. Vous connaissez les séquenceurs, les outils d'envoi de messages automatisés, que ce soit par email ou par LinkedIn. Aujourd'hui, on peut faire des workflows qui sont assez avancés avec des outils comme Clay, que vous connaissez peut-être, ou N8N, Make, ou des équivalents pour qualifier. Donc, le flow qu'on va vous présenter, il est faisable dans une certaine mesure avec ces outils-là. Mais il y a quand même des grosses différences et des limites. La première, c'est que
quand vous avez un flow qui est complètement déterministe, avec donc Clay ou N8N par exemple, vous n'avez pas cette notion d'auto-apprentissage qu'a un agent. Vous pouvez vous améliorer sur les prompts, donc insérer des parties du workflow qui sont non déterministes en faisant un appel à un LLM. Donc typiquement sur la manière, le copywriting sur un message, on pourrait dire, OK, une fois que tu as qualifié mécaniquement cette personne-là, donc que tu as estimé que cette personne-là était bonne à contacter, eh bien, avec les informations que je te donne, va générer un message. Ça demande du travail d'itération parce que, comme vous le savez, on n'a pas la bonne réponse dès le début. Mais un, c'est pas automatique. Et deux, c'est uniquement sur une partie du workflow. L'avantage d'un agent, c'est que ça peut être non seulement récursif de manière automatique, mais en plus sur l'intégralité du workflow et pas que sur certains appels comme ça au LLM. C'est ce que nous, on appelle un agent closed loop. Alors, on en est loin d'avoir un agent complètement autonome, mais c'est-à-dire que il revient au départ, en fait, il analyse la qualité de ses outputs en fonction d'une métrique. Donc, nous, ça pourrait être le taux de réponse, par exemple, et il va venir s'améliorer. La deuxième limite des workflows déterministes, c'est effectivement la rigidité dans la construction. Bah forcément, que dès que vous voulez rajouter une étape, ça demande un petit peu de travail de plomberie, on va dire. Il faut connecter les bons outils, avoir les bons connecteurs. L'avantage d'un agent, c'est que on est juste à un prompt d'une amélioration, que ce soit directement via l'agent lui-même ou via un outil tiers comme Claude Code, qui permet de manière très facile et très accessible de faire évoluer ses workflows. Et le troisième, évidemment, c'est la question du coût. Ça ne veut pas dire qu'un agent, on va vous le montrer, est gratuit, loin de là, mais il y a un arbitrage à faire. Où est-ce qu'on veut, sur l'endroit où on veut mettre le coût, on va dire, un outil comme Clay, par exemple, le premier plan utilisable avec l'accès aux API, c'est 500 € par mois. Alors oui, c'est hyper puissant, vous pouvez construire des flows extrêmement intéressants avec, mais bon, ça peut vite chiffrer. Avec un agent, on a une infrastructure qui est beaucoup plus modulaire et sur lesquelles, une fois qu'il est entraîné, on peut faire de sacrées économies. Et c'est d'ailleurs le point principal, on va dire un des points principaux. Comme je vous disais, notre agent peut remplacer la partie séquenceur, puisque en se connectant à un outil comme Unipile, vous voyez à droite, Unipile c'est 50 € et ça peut contenir jusqu'à 10 comptes d'envoi. Donc par exemple, on n'utilise qu'un compte Unipile pour Colin et moi, et on pourrait aller jusqu'à 10 personnes, alors qu'un séquenceur par siège, c'est facile, 70 ou 100 €. L'orchestrateur, comme je disais, donc le cerveau de la machine, avec un outil dédié, un outil go-to-market, ça peut vite coûter 250, 300 jusqu'à 500 € par mois, même pour des plans assez simples. Et en plus, il y a de la complexité, c'est-à-dire c'est un métier. Moi, je le sais puisque c'est ce que je fais quand même et que je fais depuis des années. Ça demande quand même une certaine connaissance de ces workflows. Ça ne veut pas dire qu'il faut les jeter à la poubelle, encore une fois, ça a plein d'utilités, mais il faut savoir que c'est un certain coût. De l'autre côté, en fait, une fois qu'on s'est connecté à Unipile ou autre, et qu'il y a un outil qui permet de récupérer, d'interagir avec LinkedIn par API, donc de manière automatique, en fait, les coûts d'infrastructure vont être relativement faibles. Nous, on utilise personnellement Railway qui permet de hoster nos agents, plus une partie modale que je vous montrerai tout à l'heure peut-être sur les workflows déterministes. Mais ça, c'est des outils qui coûtent soit un plan gratuit modal, on a quoi, 30 € de crédit par mois, je crois, Colin? C'est ça. Et ce qui est largement suffisant. Supabase, c'est gratuit quasiment. OpenRouter, c'est juste les crédits LLM. Donc en fait, une fois qu'on a payé Unipile, donc la connexion à LinkedIn et à la limite l'enrichissement, moi je passe par un outil qui s'appelle AirScale, qui coûte 50 € par mois et qui vous donne accès à des API hyper intéressantes, mais que vous devriez aussi payer sur la stack, dans tous les cas déterministes, pour enrichir, c'est-à-dire prouver les profils LinkedIn, prouver les emails, etc. En fait, on se retrouve facilement avec des économies. 90%, c'est les cas extrêmes, mais au moins de 50 à 75%. Quoi. C'est ça. Et sur la complexité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, sur la partie mise en place de l'agent, une certaine complexité technique, peut-être même supérieure à des outils comme Clay. Mais une fois que l'agent a tous les outils et toute la connaissance aussi sur la manière dont on fonctionne, mettre en place un nouveau workflow, comme mentionné Achille juste avant, c'est un prompt, en fait. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant.
Je dirais que la complexité, tu vois, pour avoir beaucoup travaillé avec Clay, la complexité, enfin la différence dans la complexité plutôt, c'est que en fait, c'est Clay parce que c'est un outil qui est très répandu. Tu montes en compétence dessus et tu passes beaucoup d'heures, mais cette montée en compétence, elle est centrée uniquement sur cet outil. Donc c'est super, tu sais faire fonctionner l'outil, mais c'est uniquement sur ça. Alors que, à l'inverse, entraîner un agent, c'est beaucoup plus versatile et cette connaissance-là, que ce soit Cloud Code ou même l'agent de manière générale, tu peux la transposer sur plein d'autres choses. Donc c'est là où, à passer du temps, c'est peut-être plus intéressant de se former sur ça, quoi. Ouais. Euh, et donc, comme j'expliquais juste avant, la grosse différence au-delà du coût, bon, bien sûr qu'on est intéressé par la rationalisation des coûts, mais c'est cette capacité d'auto-apprentissage, que ce soit sur la qualification, donc déterminer est-ce que j'ai envie de parler à cette personne ou pas, ou le message, qui sont les deux grosses parties, on va dire, de la prospection, hein, à qui je dois parler et qu'est-ce que je raconte à cette personne-là. Et c'est là où ça va être intéressant. Donc, si on rentre un petit peu dans le cœur de la machine, on va reprendre le flow que Colin vous a partagé, c'est-à-dire, OK, je tombe sur le profil LinkedIn de quelqu'un parce que peut-être j'ai une interaction, il a liké un post qui m'intéresse ou peu importe. Et on va voir ce qui se passe, comment nous est opéré par Melvin, et donc le nom de notre agent de prospection. Et d'ailleurs, je me dis, avant de vous montrer ça, ce que je peux faire, c'est vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Parce qu'on l'avait présenté la dernière fois, mais l'agent, comme ça vous l'avez en tête, c'est un channel Slack. Et vous voyez, c'est ce petit personnage adorable d'ailleurs, qui va venir m'envoyer des messages et avec lequel je vais pouvoir interagir. Vous voyez là, par exemple, il m'a indiqué les relances qu'il a faites. On inclut dedans, par exemple, des ressources. Il met à jour la base de données. Je peux discuter avec lui. Donc, c'est vraiment ça qu'on entend par agent. En fait, c'est un collègue, quoi. Donc, il me dit ce qu'il fait à longueur de journée et je peux discuter avec lui. L'objectif, c'est qu'il soit le plus autonome possible pour que je n'ai pas à lui dire quoi faire, évidemment. Mais voilà, comme ça, au moins, vous avez en tête de quoi on parle concrètement quand on parle de Melvin, quoi. Si je reviens sur ma presse, hop. Nous, aujourd'hui, on l'a basé sur 3 signaux d'engagement. On verra après, il y a plein d'idées qu'on a pour le faire grandir, mais pour faire simple, il y a 3 manières dont Melvin se nourrit de prospects. Le premier, c'est l'engagement LinkedIn avec nos contenus, Colin et moi. Donc, un like sur un de nos posts, un commentaire ou une vue de profil. Parce qu'on se dit, peut-être que ça signale un certain intérêt pour au moins ce qu'on raconte et donc potentiellement sur une potentielle collaboration. C'est un engagement comme un autre. On pourrait rentrer dans des complexités de lead scoring, à savoir faire monter un score en se disant, ben voilà, quelqu'un qui interagit une fois, 2 fois, 3 fois mais à mes contenus, c'est à ce moment-là que je le contacte. Aujourd'hui, c'est assez simple, on ne veut pas compliquer la machine. Ça vaut ce que ça vaut, mais l'avantage, c'est qu'on part d'une liste de prospects qui nous connaît plutôt que de partir d'une liste froide, comme je suppose que tout le monde ici a fait de la prospection. J'extrais une liste Sales Navigator ou LinkedIn et ces personnes me connaissent d'idées d'adore. Donc, c'est une première source de prospects. La deuxième, elle est un petit peu plus avancée, c'est la participation à des webinaires comme ceci, que ce soit des gens qui sont inscrits ou qui ont participé. Donc, c'est une logique qui est légèrement différente que celle de LinkedIn parce que la source de données n'est pas la même, mais vous comprenez bien que c'est le même principe, à savoir c'est de l'intérêt qu'on génère. On crée du contenu et on capte ceux qui sont potentiellement intéressés par ces contenus. La troisième source de lead, elle est différente. C'est les entreprises qui vont publier des offres d'emploi liées au secteur de l'intelligence artificielle. La logique est la suivante, c'est si vous recrutez un chef de projet automatisation, vraisemblablement, ça veut dire que vous êtes suffisamment avancé pour vous intéresser à ces sujets et donc que vous avez du budget suffisamment pour recruter quelqu'un. Et donc, peut-être que vous pouvez être intéressé par des services autour de ça. C'est une source de lead assez classique, on va dire, dans les signaux d'intention et qu'on capte aussi et sur lequel on va nourrir Melvin. Donc voilà, pour vous y un ordre d'idée, c'est de ces 3 sources de données-là que partent les prospects qu'on va donner à notre agent. Et juste pour, ah bah oui, enfin, c'est ce qu'on dit ici, mais ce que j'allais dire juste pour compléter, c'est que tous ces signaux arrivent dans notre base de données centralisée. Donc c'est c'est le sujet de cette slide-là. Mhm. Et ce que je voulais voilà, mettre en avant là-dessus, c'est
La différence entre une entreprise qui a cette vision IA first, sinon data first, et une entreprise qui l'a pas, c'est qu'une entreprise qui n'a pas cette vision-là, il pourrait se dire finalement ces signaux-là, je les transmets direct à l'agent, et puis ensuite il va gérer le workflow et entre guillemets l'output final elle-même. Sauf que en gros, nous tous ces signaux sont captés dans notre SOC, donc dans Supabase. Et comme ça, Melvin, lui, en fait, il a juste accès à Supabase et c'est ça qui va venir monitorer et remplir. Et c'est aussi là-dessus qu'on va venir pouvoir construire ensuite d'autres workflows. 100%, 100%. C'est notre thèse, celle qu'on a défendue la dernière fois au webinaire et à laquelle on continue de croire, c'est que tout part de la qualité de la donnée et du contexte. Je pense que vous en avez entendu parler. Et donc, c'est la qualité de ce qu'on obtient, des outputs, est infiniment meilleure quand les agents qu'on branche ont accès à cette donnée unifiée. Parce que l'avantage, c'est qu'un prospect qui rentre dans Supabase, il a potentiellement d'autres engagements qui ont déjà été traqués. Il a potentiellement un historique, donc peut-être qu'on a déjà travaillé d'une certaine manière avec cette personne ou pas. Il y a peut-être des contrats, il y a peut-être tout un contexte en fait qui est stocké, que ce soit sur des relations avec cette personne-là, son entreprise, etc., qui va augmenter la qualité de l'output et qui permet de sortir d'une logique de juste action-réaction, mais plutôt de construction de cet actif, on va dire, de la donnée centralisée. Donc effectivement, ces signaux-là atterrissent dans notre base de données et elles passent, la première étape de notre workflow, ça va être, je le détaille juste après, mais pour que vous ayez les étapes, ça va être une porte déterministe, à savoir un script, donc c'est vraiment écrit dans du code et c'est A puis B puis C, qui va venir disqualifier les prospects qui nous intéressent pas. Donc là, la logique, c'est que on va pas essayer d'aller trop dans le détail, on va écarter le gros de ce qui nous intéresse pas, en partant du principe que un script Python, par exemple, en fonction du titre d'emploi, le job title, ça nous donne déjà une bonne indication et ça permet d'éliminer le gros, on va dire, des personnes qui vont pas être pertinentes pour nous. Et ensuite seulement, une fois que cette qualification, qui est donc gratuite ou quasiment, parce que on peut peut-être mettre des appels LLM là-dedans, sur des cas d'usage particuliers, mais globalement, ça coûte quasiment rien. Ensuite seulement, on le passe à l'agent, Melvin, qui va donc se charger du gros du travail, qui va être la qualification cette fois. De se dire, OK, une fois qu'on a éliminé le tout venant, voyons voir si, en y regardant de plus près, cette personne est vraiment intéressante pour nous. Ensuite, ce qui va se passer, vous l'avez vu dans le Slack, c'est que on est encore dans cette phase où on n'a pas voulu automatiser jusqu'au bout et Melvin va nous envoyer des messages tous les matins ou même à longueur de journée d'ailleurs pour nous proposer son résultat en disant voilà, j'ai trouvé que cette personne était pertinente pour vous, voici la raison, voici l'engagement, voici la raison plutôt pour laquelle je vous ai mis cette personne, voici les recherches que j'ai effectuées et voici le brouillon de messages que je vous propose d'envoyer. Et nous, tout ce qu'on a à dire, c'est oui, non, voici voici le message modifié que j'ai envie d'envoyer, voire même poser des questions. Ah, je trouve que là, c'est un peu tiré par les cheveux. Ah, est-ce que tu peux me donner un autre angle d'approche? Ah, ben là, j'aime pas ta tournure de phrase. Et tout ça dans Slack. Donc, le gros avantage, c'est que on pourrait aussi interagir et modifier un peu plus à la racine sur Cloud Code. Le gros avantage d'un agent, c'est qu'en fait, c'est accessible où vous travaillez en fait déjà dans Slack. On a juste à répondre à l'agent comme vous répondriez à un collègue de dire ah ben j'aime bien ton message, mais tu pourrais modifier ça. Et dans ce cas, Mélanie nous dit ok, c'est chouette. Et en plus, on en parlait, mais il va prendre en compte ce feedback, et je vais vous montrer juste après, il va le retenir et il va s'améliorer pour la prochaine fois. Et en plus de ça, donc une fois qu'on a demandé à Melvin de valider, la dernière couche, évidemment, c'est celle du suivi. Donc, on a des automatisations que Melvin gère, qui va permettre de faire la relance, nous donner aussi des digests, donc des résumés d'activités en disant, ben voilà, hier, voici ce qui s'est passé, la semaine dernière, voici ce qui s'est passé. On a un digest, par exemple, hebdomadaire, un résumé hebdomadaire, sur lequel Melvin analyse les choix de qualification qu'il a fait et essaye de s'auto-critiquer, pour s'améliorer. Il nous dit, bah voilà, là, je pense que j'ai bien fait. Là, en fait, à la lumière de ces autres éléments, j'aurais pu moins mettre d'importance à cet élément, par exemple. Et c'est comme ça qu'on rentre dans cette logique autorécursive dont on vous parle, qui fait toute la différence par rapport à un flow déterministe.
Donc, comme j'en parlais juste avant, entre cette couche-là, déterministe et Melvin, il y a une différence qu'on a faite, et d'ailleurs qui n'est pas figée, hein, c'est des réflexions qu'on continue à avoir, qui sont assez intéressantes parce que les outils évoluent, les modèles aussi, etc. L'analogie qu'on a, c'est que on est en train de construire des rails, concrètement. Donc un workflow, c'est des rails, hein, qu'un train sur lesquels un train va être placé, qui va aller de station en station. Donc fait l'action A, fait l'action B, fait l'action C. La différence, c'est que l'infrastructure qu'on construit, donc la partie déterministe du workflow, celle qui fait la disqualification, ça va être l'infrastructure. Donc ça, c'est comme si vous posiez des rails. Donc c'est toute la partie en code, en dur, on va dire. Melvin, ça va être le conducteur du train. Et lui, il peut prendre des actions. Donc il peut typiquement choisir certains embranchements des rails. Il peut améliorer le train en lui-même. Mais par contre, il ne change pas la nature de l'infrastructure, qui sont les rails qu'on a posés. Pourquoi est-ce que c'est important, à notre sens, d'avoir une partie déterministe avant de laisser gérer l'agent? C'est parce que on n'a pas envie de... Enfin, il y a plusieurs raisons déjà. Premièrement, on n'a pas envie de faire des agents qui soient généralistes, parce que un agent, ça reste un workflow, et surtout, c'est des skills. Vous connaissez le principe des skills, donc les compétences qu'on va lui donner. On lui apprend des choses. Et évidemment, comme un humain, en fait, le plus spécifique, le plus expert dans son sujet un agent est, le meilleur il est, tout simplement. Et donc, on n'a pas envie d'avoir un agent qui sait à la fois, qui connaît par cœur tout le pipeline marketing et commercial, et qui sait, ou qui soit aussi développeur et qui sache réparer les rails, et en même temps avoir un discours commercial. On veut un agent qui soit expert de son métier. Et en l'occurrence, cette limite-là, pour Melvin, on l'a fixée à la qualification, donc savoir à qui parler, et le copywriting, savoir quoi lui raconter. Et ça, c'est le rôle d'un SDR, donc d'un commercial. Et ce qu'on pense, c'est qu'on préfère faire monter en compétence Melvin sur ce rôle-là qui est fermé, donc une compétence commerciale, analyser un bon prospect et savoir quoi lui raconter, plutôt que finalement lui donner toutes sortes de compétences, donc aussi de go-to-market engineer, de développeur, de RevOps, donc avoir une compétence sur le CRM. Ça peut aussi faire l'objet d'automatisation ou d'agents, mais plutôt sur des scopes qui sont dédiés pour avoir chaque agent qui est expert de son scope. Mais vraiment comme un humain finalement. Donc, c'est pour ça qu'on l'a séparé en deux. Et finalement, il y a aussi une question de coût, c'est-à-dire que forcément un agent va coûter plus cher parce que les actions qu'il peut performer dépendent de son jugement. Et donc, à chaque fois qu'il réfléchit, il va coûter des tokens. Alors qu'une infrastructure déterministe, elle exécute un script sans se poser de questions. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si tu as d'ailleurs quelque chose à rajouter sur cette partie-là, Colin. Non, non, ben, effectivement, enfin après, j'allais dire, effectivement, c'est comme nous sur la partie spécialisation. La seule nuance avec les agents, c'est plus que c'est une question de contexte. Et donc, voilà, j'ai vu notamment passer une question sur comment ils apprennent. En gros, il y a un fichier mémoire dans le framework Hermès donc, qu'on utilise pour les agents. Et Pour donc, montrer, ouais. voilà, on a un volume, entre guillemets, d'informations, notamment sur la partie mémoire, qui a une certaine limite. Et donc, forcément, plus l'agent a d'outils, plus d'agents a d'instructions, et plus il y a de risques qui s'en mêlent les pinceaux. Et donc, le sujet, voilà, c'est qu'on capitalise sur un scope précis. Donc là, en l'occurrence, voilà, bien connaître comment qualifier nos clients et comment les contacter, et ensuite pouvoir utiliser cette connaissance, l'exploiter dans plein de workflows différents. Mais au moins, l'agent, voilà, sous son mémoire, son contexte et ses skills tournent autour de ça. Vous avez tous fait l'expérience d'une conversation de ChatGPT au Claude qui est trop longue et sur laquelle l'IA commence à raconter des choses qui sont un petit peu moins pertinentes, voire même Claude qui doit s'auto-compresser pour libérer des tokens et récupérer du contexte. Donc c'est pour ça que nous, on fait ce choix-là d'avoir des agents qui sont assez spécialisés finalement. Donc finalement, si on reprend un peu de hauteur sur l'action concrète de Melvin, le signal, comme on vous dit, rentre. Donc, on vient capter avec des automatisations les engagements et on les fait rentrer dans notre base de données Supabase. Donc, typiquement, un décideur de PME en France. D'ailleurs, il y a le premier step là, du coup, que je n'ai pas remis, c'est cette partie déterministe. Hein. Il y a d'abord la disqualification. Donc,
Ça, c'est un flow, un script Python qui fait ce travail-là. Ensuite, on passe les prospects qui passent cette porte-là, on les passe à Melvin. Et là, c'est la partie intelligente. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer toutes les expériences professionnelles de la personne. Il va aller récupérer le LinkedIn de son entreprise, aller voir le nombre d'employés. Il va aller accéder au site de l'entreprise. Il va aller chercher des actualités sur cette entreprise. Il va aller se poser la question sur le potentiel de transformation de l'IA dans son entreprise, puisque c'est le genre de service qu'on vend avec Colin. Et donc, Melvin, fort de toutes ces informations, va faire sa propre tambouille interne. Alors, ça reste des skills quand même, hein, c'est pas de la magie. Ça reste des compétences qu'on lui apprend et sur lesquelles il y a un process. Mais c'est lui qui fait le jugement d'utiliser les outils. Donc, par exemple, invoquer une recherche Internet, enrichir avec un site d'actualité ou un outil, par exemple, ou des compétences qu'il va venir utiliser. C'est lui qui fait ce choix-là et qui va à la fin rendre un jugement en disant à la réflexion, en fait, cette personne-là n'est pas qualifiée pour nous, ou alors elle l'est, et dans ce cas, il va générer un brouillon de messages qu'on trouve pertinent et nous le mettre dans Slack, comme vous l'avez vu. De cette manière-là, on permet de garder le contrôle. Et à la fin, comme on dit, une fois que le message a été envoyé et que Melvin s'occupe des relances, etc., il va venir récupérer, donc premièrement, les réponses qu'on reçoit, qui pop directement dans notre Slack, un peu comme si vous aviez, quand vous avez utilisé un lemlist ou peu importe, mais vous avez les réponses qui remontent dans l'outil. Nous, ça remonte directement dans Slack. Et surtout, en plus des relances, il relie donc les feedbacks qu'on lui a donnés, donc les retours sur la qualification, le copywriting, et il va pouvoir s'améliorer à chaque fois en se disant « Ah, mais la dernière fois, on m'a dit que typiquement, il fallait… c'est un des cas qu'on avait eu au tout début. En fait, on se rend compte que pour des dirigeants, il vaut mieux dire bonjour au lieu de hello. C'est un exemple très concret. Et ça, c'est quelque chose qu'on préfère ancrer pour ne pas lui donner le choix à chaque fois, qu'on préfère mettre déterministe. Bon, dans ce cas, on lui a fait le retour une fois, il le relie à chaque fois et il sait que cette fois-ci, il doit dire bonjour. Et évidemment, ça peut aller sur des sujets qui sont un petit peu plus complexes. Mais c'est un exemple assez simple pour comprendre le genre d'amélioration qu'il peut avoir. Ouais. Autre exemple plus spécifique, par exemple, un des cas d'usage qui a un des angles assez intéressant pour les entreprises qui ont des enjeux réglementaires forts, c'est justement sur la partie veille, parce que souvent elles ont des obligations légales d'en faire une, et c'est un sujet sur lequel l'IA est pertinent. Donc voilà, il y a aussi juste sur les angles qui sont pertinents pour notre activité par rapport à nos clients. Absolument. Absolument, absolument. Donc, comme on disait, il y a deux niveaux d'auto-amélioration. Il y a la capacité de lire les feedbacks. Je vais vous montrer juste après notre Supabase, donc notre base de données, et je vais vous montrer où c'est stocké là-dedans. Donc, Melvin va relire ses feedbacks à chaque fois et va se souvenir, du coup, puisqu'il les relit, des choses qu'il doit garder en tête. Donc ça, c'est une logique de mémoire vive, si vous voulez, dans le sens on lui remet en mémoire à chaque fois ce qu'il doit faire ou pas faire. Et ça permet de faire des petites modifications comme ça, des trucs assez spécifiques, sans qu'on ait à alourdir ses skills, qui sont peut-être pas des choses les plus transformatives, sans être sûr que ce mot existe, mais vous avez compris, c'est pas forcément la partie lourde du changement, on va dire, c'est plus des petits changements. Il y a un autre niveau d'auto-amélioration qui est plus intéressant, c'est que Melvin a la capacité de modifier ses propres skills. Ça semble évident pour un humain, c'est comme si on disait j'ai la capacité d'apprendre de moi-même des choses. Et pour une IA, c'est fort, ça veut dire que on lui donne la capacité, on lui donne les propres outils pour ouvrir son cerveau et faire des modifications dedans. Et ça, tous nos agents l'ont. Et ça veut dire que une fois quand il repère qu'il fait une erreur ou en tout cas un comportement qu'il doit modifier de manière récurrente, il peut aller ouvrir son process, donc qui est stocké dans les skills, et aller modifier lui-même cette partie du process pour que la prochaine fois, il ne le fasse plus. Et donc, c'est plus la mémoire à long terme, si vous voulez, par opposition à la mémoire vive, des petits trucs qu'il n'a pas forcément qui ne vont pas forcément être très lourds dans le changement de son comportement. Et ça, c'est la partie la plus intéressante forcément parce que c'est la partie qui s'inscrit sur le plus long terme. C'est aussi la partie la plus
sur laquelle il y a le plus de risques que des choses se passent mal, parce qu'il modifie sa mémoire à long terme. Donc, s'il raconte des bêtises, ça veut dire que l'erreur va se répéter encore et encore. Et ça, évidemment, c'est là où la différence la plus fondamentale, la plus visible aussi, se fait par rapport à un workflow déterministe, parce que vous avez une mémoire vive qui d'ailleurs, cette modification peut se faire sur n'importe quelle partie du workflow, puisque comme je vous disais tout à l'heure, sur un workflow Make ou N8N ou Clay, c'est étape par étape, et si vous voulez améliorer le process, ça se fait sur une partie en particulier. Alors que là, Melvin, il peut prendre n'importe quelle étape du process et décider de s'améliorer n'importe où. Je pense que pour rendre ça plus visuel, le mieux, c'est de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, premièrement, ce que je peux vous montrer, c'est notre base de données, et donc Supabase. Il ne faut pas avoir peur de ça, hein. Forcément, on est dans des sujets un petit peu techniques. Donc, les plus techniques d'entre vous, voire même les développeurs, ont l'habitude de gérer des bases de données relationnelles. Supabase, c'est intéressant parce que c'est pas un outil qui est non plus très technique, et surtout, ils sont très forts au niveau du MCP. Donc, on peut tout faire, on peut tout gérer avec Cloud Code. Et en fait, vous voyez que dans cette tableau-là, vous avez toutes les informations qui sont stockées dès que Melvin, à partir du moment, d'ailleurs même au-delà de Melvin, c'est notre base de données donc de personnes. Hein. Et donc, toutes les infos qu'on récupère sur quelqu'un vont être stockées dans cette base de données. Et c'est sur ça que Melvin va se baser. Ce que je veux vous montrer surtout, donc vous voyez, il y a des exemples de à quelle distance cette personne est. Donc, est-ce que elle fait partie de notre réseau LinkedIn ou pas? Et ça va être mis à jour à chaque fois qu'on va se poser la question si on doit ou pas contacter cette personne. Ce que je veux vous montrer surtout, voilà, donc par exemple, voici le dernier type d'engagement pour cette personne. Est-ce qu'elle a commenté? Est-ce qu'elle a liké? Est-ce qu'elle participe au webinar? Avec des dates à chaque fois. Voici typiquement le type de message qu'on va envoyer. Et qui est donc le brouillon que Melvin va rédiger et qu'on va accepter. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est de vous montrer, voilà, le feedback qu'on va lui rentrer. Donc, par exemple, c'est pas la peine de mettre des chiffres exacts. L'exemple, c'était j'ai vu que vous aviez 208, que sais-je, clients, et je lui avais dit, personne, un humain ne dira pas 208 clients, il dirait que vous avez plus de 200 clients, par exemple. Et ça, il va le noter ici. Et donc, à chaque fois, il va relire ce feedback que je lui ai fait et donc ne plus faire l'erreur. Un autre exemple, ça peut aussi être du renforcement positif. Et donc, je lui ai dit, hors ICP, donc ça fait pas partie de notre type de client rêvé, on va dire. C'est une bonne analyse que tu as faite, et donc il l'a pris en compte, et il sait que pour toutes les caractéristiques de son analyse qu'il avait faite, eh ben, il peut répliquer ça, il peut répliquer son jugement, il avait bien fait. Et donc, ça va venir renforcer de manière positive son jugement, tout simplement. Et bon, voilà, donc vous voyez ici que absolument tout est stocké. C'est ça qui fait la différence avec juste un outil que vous allez brancher sur d'autres outils. Cette connaissance est vraiment la base, nous, de ce que l'on considère être une entreprise IA native. Ça, c'est la première partie du système. L'autre partie, elle est sur GitHub. Et c'est vraiment le squelette, si on rentre vraiment dans le cœur de la machine, hein, le squelette d'un agent, c'est ça, c'est un repo GitHub, donc un fichier tout simplement, avec différentes parties, des scripts Python, parce que Melvin va pouvoir invoquer des scripts pour effectuer certaines actions sans faire fonctionner une intelligence artificielle. On sait tous que c'est plus efficace de demander à un algorithme ou à une calculatrice de faire un calcul plutôt que de demander à ChatGPT de le faire, parce que ça sert à rien d'avoir du prédictif, avoir une intelligence qui fait ça. Un ordinateur déterministe le fait beaucoup mieux. Donc, ça fait partie des outils qu'on va pouvoir donner à Melvin. Dans les outils, il va y avoir aussi les outils au sens, les services qu'on utilise, les plateformes, donc AirScale par exemple, Atio qui est un CRM, LinkUp qui est un outil qui permet de se brancher directement à de la recherche web, par exemple, Unipile qui est notre outil d'enrichissement LinkedIn. Donc tout ça, c'est des fichiers Python qui nous permettent d'accéder à l'API directement de ces outils. Donc très concrètement, c'est comme si on donnait différents
outils de bricolage à Melvin. Donc, il va avoir un tournevis, il va avoir un marteau, il va avoir une scie. Et on lui donne aussi le mode d'emploi pour utiliser ces outils-là. La dernière chose intéressante, c'est donc les skills qui vont être les process qu'on lui donne. Comme pour un humain, quand vous voulez le former, quand vous onboardez une nouvelle recrue, vous allez avoir un manuel. Et bien, les skills, c'est vraiment le contenu de ce manuel. Donc, par exemple, le plus gros skill, c'est ça, c'est analyse. Donc, analyse un fondateur de PME entre 10 et 200 personnes, par exemple, pour savoir s'il faut le contacter. Et donc là, on va décrire de manière très spécifique tout ce que Melvin doit faire et tout ce qu'il doit prendre en compte par exemple, partageant les outils qu'il peut utiliser, en lui disant, voilà ce que tu es censé faire, voici le process, voici la procédure pour qualifier quelqu'un. Donc, c'est un process qui est assez long, d'ailleurs qu'on peut améliorer, sur lequel on repasse assez souvent pour essayer de le condenser, pour essayer de le dire d'une meilleure manière qui soit plus efficace, parce que forcément, à chaque fois qu'un agent lit ça, ça consomme des tokens et ça le fait réfléchir. Donc, il y a un enjeu d'optimisation, évidemment. Mais tout ça, ce sont donc les parties de notre manuel d'instruction pour Melvin qui, comme je vous disais tout à l'heure, sur lesquels il peut agir. Donc, par exemple, la second opinion, donc des leads qui vont être disqualifiés en première instance par le flow déterministe, eh ben, il a un process qui est, OK, va voir si ce lead, finalement, il ne peut pas être qualifié. Et il va se rendre compte que peut-être qu'un prospect qu'on disqualifiait par défaut, un exemple simple, ce serait par la taille d'entreprise, par exemple. Disons qu'au début, on avait sélectionné uniquement les entreprises qui étaient entre 50 et 200 personnes. Et en fait, il va se rendre compte que les personnes intéressantes peuvent aussi se situer dans le champ d'employés du dessous, donc entre 10 et 50 personnes. Et il va du coup ouvrir cette compétence-là, ce skill-là, et il va aller changer lui-même le range. Et il va se dire, bah non, en fait, il vaudrait mieux qu'on qualifie les personnes, des 10 personnes, parce qu'il s'est rendu compte que Colin ou moi lui avons fait la remarque plusieurs fois sur le fait que cette personne-là était intéressante pour nous aussi. Donc je pense que j'espère que c'est clair en tout cas. N'hésitez pas tout à l'heure si vous avez des questions sur cette partie skill. On pourra rentrer dans le sujet. Et d'ailleurs, j'en profite, mais ce qui fait le cœur d'un agent réellement, c'est ce qui s'appelle son soul. Donc, c'est comme ça que fonctionne le framework Hermès sur lequel on est, qui est l'alternative à OpenClaw, dont vous avez peut-être entendu parler. Et le soul, c'est l'équivalent d'un Claude MD, si vous utilisez Claude. Donc, c'est vraiment l'essence de l'agent. C'est vraiment ça porte bien son nom, quoi. C'est son âme. Et c'est sur ça que l'agent va se baser pour savoir qui il est, tout simplement. Et donc, vous voyez, tu t'appelles Melvin, tu es un analyste, etc., quoi. Donc, voici pour cette partie machine. Hop. Donc encore une fois, on peut rentrer dans les détails ensuite. Colin, je te laisse finir si tu veux reprendre un peu de hauteur sur ce qu'on a raconté. Oui, donc effectivement, voilà un peu pour la présentation de Melvin et on va enchaîner juste après avec les questions. Mais effectivement, sur les fondements un peu de ce sujet-là, le premier, c'est la partie voilà, données centralisées. Encore une fois, on vous l'a montré sur Supabase. Et donc, on pourra revenir, j'ai vu les questions un peu sur la partie auto-amélioration et autres. Il y a deux types de données. Il y a les données quanti, on va dire, qu'on enregistre dans Supabase, et ensuite toutes les données qui sont propres au workflow ou au scope de Melvin, il va les enregistrer, comme l'a dit Achille, dans ses skills ou dans le dossier memory. Donc voilà. Le second, c'est la frontière entre ce qui est déterministe et ce qui est IA. Et effectivement, l'idée, voilà, c'est pas de mettre de l'IA partout, c'est de le faire là où ça a de la valeur ajoutée et où surtout là où il y a un upside, un avantage à pouvoir capitaliser sur voilà, des feedbacks, sur du jugement, sur des informations qui sont spécifiques. Le troisième, c'est la partie contrôle. Donc effectivement, pour l'instant, pour lancer Melvin, on a décidé de faire qu'il agisse uniquement sur des signaux. Donc voilà, il envoie quelques messages par semaine et pour l'instant, on les valide tous encore.
même si l'objectif, effectivement, à terme, c'est qu'on n'ait plus besoin de les relire, mais il y a une phase d'entraînement pour ces agents qui dure en général quelques semaines. Et ensuite, l'intérêt demain, c'est qu'une fois que voilà, on a bien entre guillemets, entraîné notre agent qui connaît bien notre ICP, notre manière de le contacter, et ben, on peut lui passer une liste, voilà, pas basée sur des signaux, mais par exemple une liste de 1000 leads qui est globalement assez qualifiée. Et on va lui dire, bah, voilà, occupe-toi de la traiter. Il va être capable de faire des recherches sur tous les différents profils, d'identifier quelle est la meilleure manière de contacter la personne, voilà, de le contacter, de prévoir les relances et de faire tout suivi grâce à ses skills et à l'entraînement qu'on lui a fait, et la partie data qu'il va pouvoir capitaliser dans Supabase pour faire le suivi. Et effectivement, le dernier, c'est la partie signal bas volume. Alors ça, c'est plus voilà, un parti pris qu'on a fait pour le début de l'agent, pour, voilà, encore une fois, viser sur de la qualité, être sûr que, voilà, que l'agent soit pertinent avant de vouloir ou pouvoir augmenter en termes de volume. Ouais, là où on est quasiment, on va dire que c'est le prochain step. Il y a, donc vous avez compris le principe d'auto-amélioration. Moi, le dream outcome que j'ai, le rendu idéal, ce serait, on lui donne une liste de prospects, comme disait Colin, il décide de la manière dont il va les contacter, il a accès à tous les outils, donc il crée lui-même les campagnes, etc. Il voit les résultats à la fin de la semaine, il analyse ces résultats, donc typiquement en fonction du taux d'ouverture, du taux de réponse, il propose un changement pour la semaine d'après, et sur une autre partie de la liste, par exemple, il applique ces changements et si ça marche bien, on a des meilleurs taux de réponse la semaine d'après. Donc c'est en partie ce que fait déjà Melvin sur l'échelle plus petite, mais en fait on va y arriver à des agents qui sont vraiment autonomes comme un vrai humain en fait, qui prendrait la mesure des statistiques et qui se dirait ok ben en fait je vais changer cette ouverture, ce truc, ce machin. Donc c'est assez excitant des, 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 des des potentialités qui arrivent quoi. Effectivement. Et donc ensuite, sur la partie nuance, voilà, agent autonome versus assistant, c'est ce dont on mentionnait, ce dont on parlait au début. Bah, aujourd'hui, la majorité d'entre nous et du contenu qu'on voit, ça reste du cloud, du chat GPT, du Dust, donc avec nous qui pilotons. Et voilà, enfin, ces outils sont géniaux et permettent effectivement d'augmenter la productivité. Mais in fine, ça reste nous voilà, qui les pilotons. Là où voilà, l'idée avec les agents autonomes, c'est que une fois qu'ils ont été entraînés, et ben voilà, on peut leur confier des missions, effectivement, comme le mentionne Achille, sur voilà, une liste de leads à contacter, ou alors, comme c'est déjà en place le cas, enfin, comme c'est déjà en place chez nous, voilà, dès qu'il y a de nouveaux signaux, dès qu'il y a de nouvelles personnes qui entrent, et ben, elles sont automatiquement qualifiées et contactées si c'est pertinent. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on a à gérer ou auquel on a à penser. On a juste la notif Slack et on peut valider ou faire nos retours et passer à autre chose. Et donc, voilà, on délègue vraiment quelque chose et pas juste on ne supervise pas quelque chose, on l'a vraiment délégué. Là, vous avez peut-être reçu une relance tout à l'heure pour participer à ce webinaire. Bah, c'est Méline qui l'a envoyé et on en parlait juste avant avec Colin en préparant la conférence. Il me dit ah ben c'est super, les relances de Melvin sont bien parties. Je dis ah bon, j'ai même pas reçu de notification parce que cette partie-là, comme elle, on va pas remettre de l'intelligence sur la réponse, elle est automatisée. Et en fait, j'y ai pas pensé et les relances sont parties et vous êtes là, donc c'est super. Parce que Melvin a les outils et la donnée pour le faire. Et donc, effectivement, sur la partie coût, en entraînement, voilà, sur Melvin, ça nous a coûté une centaine d'euros en token voilà, pour arriver enfin, pour arriver à la version voilà, qu'on vous a présentée aujourd'hui. Et ensuite, à l'usage, voilà, c'est le coût de quelques centimes par lead contacté. Donc ensuite, ça dépend un peu du volume que vous avez. Le périmètre ensuite, encore une fois pour l'instant en tout cas, c'est transformer voilà, des signaux en conversation. C'est encore une fois, effectivement, si vous voulez faire vraiment du volume très important, on parle de dizaines de milliers de prises de contact, c'est pas voilà, des outils plus type Clay ou autres sont plus adaptés et plus cost-effectifs. Mais si vous avez voilà, des signaux et ou des listes assez qualifiées, même de plusieurs centaines de contacts, c'est assez pertinent. Et puis surtout, voilà, l'humain reste le cerveau, c'est-à-dire que voilà, on entraîne, on fournit la connaissance, l'expertise, et ensuite l'agent prend le relais pour
voilà, appliquer les frameworks et les missions qu'on lui a données. Ouais, juste une nuance sur le coût d'entraînement. 100 €, c'est surtout parce qu'on a été un peu gourmand au niveau de l'entraînement justement, et que la plupart des retours qu'on lui a fait, on l'a fait directement à l'agent. Mais il y a une autre manière qui est aussi la manière de le construire, en fait, qui est utiliser Cloud Code ou Codex ou peu importe, mais des outils sur lesquels vous avez déjà un abonnement pour construire l'agent et l'entraîner. Et au lieu de faire les retours à Melvin dans le Slack, comme ce qu'on a beaucoup fait, on peut aussi les faire directement dans Cloud pour il update directement les skills. Et ça, c'est gratuit. Enfin, en tout cas, c'est le coût de vos tokens qui sont inclus dans votre abonnement. Et ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est vrai que, bon, je reconnais que j'ai eu la gâchette un peu facile pour Melvin et que j'ai pas mal joué avec en essayant de l'entraîner directement sur Slack. Ce n'est pas la manière la plus token efficient de faire, quoi. Le mieux, c'est d'utiliser des outils comme Cloud Code ou Codex qui sont faits pour coder et donc pour améliorer l'outil. Et ensuite, de lui donner des améliorations qui sont juste marginales. Et ça coûte beaucoup moins cher. Donc, 100 €, je dirais que c'est la limite haute, même si c'est même pas, je trouve pas ça très cher pour avoir un agent qui est fonctionnel, quoi. Ça. Et après, effectivement, pour ces updates, ça dépend beaucoup voilà, du type effectivement, sur toute la partie infra, construction des skills, des outils, de la logique, ça, il vaut mieux le faire, comme a dit Achille, avec Claude. Après, quand c'est des retours voilà, plus sur de la connaissance, effectivement, typiquement ce que je vous parlais tout à l'heure, voilà, pour les secteurs réglementés, c'est pertinent. Là, ça vaut le coup de le faire dans Slack. Comme ça, l'agent voilà, l'enregistre dans sa mémoire ou met à jour le skill automatiquement. Et c'est assez simple et ça coûte assez peu de tokens. Donc voilà, on va pouvoir passer rapidement sur cette Ouais, slide. je pense Je que. pense que ce qu'on vous a présenté. Et donc voilà, je viens de voir, j'ai pas vu la question entière, mais sur le fait de personnaliser, effectivement, voilà, Melvin, on l'a créé et on l'a adapté pour nos process. Voilà, et ça, c'est une autre réflexion qu'on a sur les agents autonomes. À la fin, un agent autonome, ça reste finalement d'un point de vue schématique, un peu comme une automatisation make ou N8N, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va tourner en back-office et qui va juste exécuter des processus, donc voilà, qui va effectuer plusieurs étapes dans lesquelles il y a besoin de jugement et d'intelligence. Mais in fine, Melvin, il suit les skills qu'Achille vous a montrés. Chaque skill voilà, a une liste d'étapes à suivre. Et ensuite, voilà, l'intérêt de ces agents, c'est qu'ils sont encore une fois capables d'appliquer du jugement et surtout, avec les outils qu'ils ont et la connaissance qu'ils emmagasinent, on va pouvoir leur demander de créer de nouveaux process très rapidement. Mais à la fin, ça reste des process et des workflows. Et donc là, on a construit Medline pour nos workflows. Mais forcément, voilà, si on l'adapte pour un client ou pour une autre thématique, ça ne serait pas les mêmes outils, pas les mêmes workflows. Oui, d'ailleurs, pour finir sur la présentation, et ensuite on va répondre aux questions. Nous, c'est ce qu'on fait avec Colin. Donc là, c'est un exemple d'agent qu'on vous montre, qu'on utilise nous directement dans la prospection. Et on n'a pas velléité à vendre ces agents-là directement. Ce qu'on fait, c'est qu'on les construit pour nos clients. Et comme Colin vient de dire, en fait, c'est des Lego, quoi. Donc, ça dépend les outils qui sont pertinents pour vous, les cas d'usage, etc. Et ça va aussi, au-delà de construction d'agents, ce qu'on fait qui a plus de valeur, c'est transformer vraiment une entreprise dans cette vision IA native, donc avec la centralisation de la donnée et le changement de process qui va avec, ce qui permet derrière d'avoir des agents qui sont vraiment efficaces et autorécursifs par rapport à avoir juste, comme vous l'avez expliqué, un assistant qui tourne sur des outils, quoi. Oui. Euh, Donc, sur la partie voilà, offre, encore une fois, on fait soit du coaching pour voilà, des individus, que vous soyez entrepreneurs, salariés ou indépendants qui souhaitent monter en compétence sur les sujets IA. Et sinon, on agit aussi en tant que voilà, responsable IA dans votre boîte voilà, on construit et on maintient vos systèmes d'acquisition et vos systèmes opérationnels calibrés encore une fois sur votre métier et votre contexte. Donc, si vous avez des problématiques, n'hésitez pas à nous contacter avant que Melvin ne vous relance. Bon, merci en tout cas. On va rapidement passer aux questions pour essayer de déborder le moins possible. Juste avant qu'on commence à répondre, n'hésitez pas à la poser, même si vous devez partir à 30 piles. Dans tous les cas, on prendra le temps. Là, on va continuer à répondre jusqu'à ce qu'on n'ait plus de questions. Et donc, si vous devez partir, on vous enverra le replay. Donc, vous aurez la réponse à votre question à un moment donné dans le replay, quoi. Alors, première question donc d'Anne-Cécile qui demande ce que c'est Railway. Et bien, Railway, effectivement, c'est pour héberger l'agent. Donc, voilà, Achille vous a montré qu'il était
sur un repo GitHub, mais ça, c'est juste la partie code et les différents fichiers. Voilà, Railway sert à héberger le code de l'agent et à recevoir les données. C'est un peu comme un hébergeur pour un site web, voilà, pour qu'il soit en ligne. Et ben, Railway, c'est la même chose pour l'agence et pour qu'il soit voilà, accessible et activable, notamment par exemple via Slack ou via des automatisations ou autres. C'est clair, Anne-Cécile? Ouais. C'est comme Hostinger, par exemple. Exactement. Oui, on pourrait remplacer ça. La différence, c'est que Railway est fait pour les agents IA et donc il a tout un tas de fonctionnalités qui nous facilitent la vie. C'est combien le premier plan? Ça doit être 10 euros, je pense. Non, il y a même un mois. premier plan à 6 euros. Ok. Et voilà. Donc tout en termes de sécurité, en termes de uptime, donc c'est-à-dire on peut faire tourner des automatisations qui se réveillent toutes seules, etc. Tout est déjà fait pour nous et on n'a pas à s'embêter avec un Hostinger typiquement où il faudrait tout configurer, tout maintenir, etc. Hostinger, il y a maintenant un tarif avec justement, je crois, Hermès déjà dessus, donc je ne sais pas si c'est plus compliqué. Ça pourrait être Mais une option. Sur Railway, on peut aussi mettre d'autres choses, des sites internet et tout ça. C'est pas que pour les agents. Alors, c'est Pas fait surtout pour l'intérêt de Railway. Enfin oui, on peut aussi mettre des sites internet. Mais en gros, l'intérêt de Railway, c'est le fait que l'agent est toujours actif. Alors, c'est un peu technique, mais en gros, voilà, voilà, il est toujours. Il n'y a pas besoin de le réactiver. Par exemple, une automatisation, voilà, se trigger et se réveille entre guillemets uniquement lorsqu'elle est utilisée. Là où un Railway, le service est toujours actif et donc, notamment en termes de délai de réponse ou ce genre de choses, c'est plus efficace. Mais effectivement, de plus en plus d'hébergeurs, notamment Hostinger, voilà, déploient des offres pour voilà, faciliter la mise en place de ces de OpenCloud, de Hermès. Donc voilà. C'est tout à fait possible. Une solution. Merci. Sur comment l'IA s'améliore, encore une fois, voilà, sur le framework Hermès, ils ont trois mécaniques qui est intégrée dans ce framework. La première, comme Achille l'a mentionné, c'est l'auto-amélioration des skills existants. Donc voilà, quand vous allez lui faire un retour, si voilà, il juge pertinent et que ça affecte une étape du process, il va l'améliorer de manière autonome. La seconde, c'est qu'il peut aussi créer ses propres skills. Donc, par exemple, voilà, si vous lui demandez une nouvelle tâche, eh ben, il va potentiellement créer le skill pour savoir comment le faire la prochaine fois. Et puis, la dernière, il a deux types de fichiers. Un type voilà, memory.md dans lequel il va pouvoir stocker voilà, des informations assez diverses sur les différents qui ne sont pas directement liés au process, mais plus sur des préférences ou des pros, enfin, ou des informations sur les tâches qu'il a effectuées. Et puis ensuite, il y a effectivement deux derniers fichiers qui sont le sol.md, donc à présenter à Achille, qui est la personnalité de l'agent, donc l'équivalent du système prompt ou du cloud.md. Et puis, il y en a un dernier qui est le user.md pour décrire l'utilisateur de l'agent. Et donc, voilà, c'est à travers ces différents fichiers de configuration que l'agent va pouvoir enregistrer des infos et pouvoir s'améliorer de manière autonome. Pour l'auto-amélioration, c'est OK, il prend ça en compte tout le temps et il modifie les skills ou il le fait automatiquement tout seul dès qu'il voit quelque chose vient de faire. Donc, il y a deux mécanismes. Effectivement, comme on vous l'a montré, on peut lui demander de modifier un comportement selon ce qu'on voit. Et ça, comme je l'ai dit, ça peut être soit directement en interagissant avec lui sur Slack, par exemple, ça pourrait être WhatsApp, Telegram, peu importe, ou bien via Cloud Code, qui est l'outil en back-end du côté infrastructure qui nous permet de le construire. Mais on a aussi mis en place un process d'auto-analyse. Typiquement, nous, il est hebdomadaire, où il va venir récupérer les qualifications qu'il a faites et dire là, je pense que j'ai bien agi, là, je pense que ça aurait pu être mieux fait. Le changement, c'est que il n'a pas donc le même contexte, il invoque un nouveau contexte sur ces qualifications et surtout qu'elles sont stackées. Donc, il va prendre du recul sur les 10 personnes, par exemple, qu'il a disqualifiées, et avec un nouveau contexte et dire, OK, là, je pense que j'aurais pu, en lumière des informations dont je dispose depuis, j'aurais pu mieux faire. Donc, c'est un mélange un peu de ces deux choses-là. Par contre, effectivement, c'est pas, quand on dit auto-amélioration, c'est pas magique. Il y a un déclencheur qui fait que
toutes les semaines, on lui demande de faire ça. C'est ça. Après, il y a deux niveaux effectivement là-dessus. Le premier, c'est pour répondre à Anne-Cécile, justement, dans le framework Hermès, l'un de ses points forts, c'est que c'est intégré. Dès que vous allez faire un retour à l'agent, même si vous ne lui dites pas, voilà, mets à jour le skill, s'il est juste que c'est pertinent, il va le faire de lui-même, entre guillemets. Et ensuite, ce que vient de décrire, le process que vient de décrire Achille, ça, c'est nous qui l'avons orchestré pour que, effectivement, par rapport aux indicateurs qui sont liés aux tâches qu'il réalise, bah, voilà, il puisse en tirer des conclusions et s'améliorer. Donc voilà. Sur la partie architecture, non, on n'a pas encore pris le temps de vraiment créer un doc à jour sur toute cette stack, mais c'est clairement quelque chose qu'on fera dans le futur, et ça pourrait être, ça sera d'ailleurs sûrement l'objet d'un post LinkedIn, mais aujourd'hui on n'a pas encore pris le temps de faire ça. Est-ce que Melvin est créé à partir de Claude? Alors, on a créé Melvin avec Claude, mais effectivement, comme le dit Anne-Cécile, c'est basé sur un framework open source, donc voilà, accessible en ligne, qui s'appelle Hermès et qui voilà, a déjà toutes les briques qui fait que l'agent fonctionne. Et ensuite, nous, on a juste été personnaliser ces briques-là, donc les fameux sol.md, les skills qu'on a donnés à l'agent, etc. Les skills. Ouais, voilà, c'est ça qui fait l'intérêt du travailleur indépendant, quoi. C'est vous partez d'un salarié générique qui sait tout ou rien faire, et les skills lui permettent d'avoir une connaissance métier. Donc là, en l'occurrence, commerciale. C'est ça qui fait toute la différence. C'est ça. Ensuite, sur le coût, les 75 100 euros mensuels en API, ça c'était sur la partie entraînement. Aujourd'hui, en run, encore une fois, ça, vu que Melvin dépend forcément du nombre de réactions et du nombre de profils qu'il y a à traiter, ça nous coûte moins que ça. Mais encore une fois, là, pour le coup, pour Melvin, ça dépend vraiment du nombre de leads qualifiés qu'il a à traiter et de relance. Mais comme je disais, ça nous coûte quelques centimes par lead à traiter. Donc après, ça dépend surtout du volume. Pour être un tout petit peu plus spécifique, il y a quand même deux outils dont on a besoin absolument, mais ça qui sont communs effectivement à la stack classique. C'est quand même Unipile pour se connecter à LinkedIn et moi j'utilise Erskine, mais ça pourrait être n'importe quel outil d'enrichissement pour enrichir, donc récupérer plus d'infos. Et ça, c'est 50 € chacun. Mais ça, encore une fois, ce serait le cas dans tous les cas dans une stack classique de prospection. Donc effectivement, ce qui reste, c'est comme dit Colin, c'est les tokens et les autres outils. Et je pense que pour être honnête, surtout sur la partie analyse approfondie, donc le troisième niveau de qualification, quand il a jugé d'abord après le déterministe, ensuite par le flow plus simple de qualification, et ensuite quand Melvin prend vraiment ça et va chercher des infos sur le site internet et tout, je pense que là on est plus de l'ordre de l'euro par lead, en ordre d'idée. Oui. On est plus là-dedans. Donc à voir en termes de coût d'acquisition si ça vous convient. Si vous faites un post de prospection, vous savez qu'un euro par lead très qualifié, c'est tout à fait raisonnable. Pourquoi le choix d'Hermès? Justement, parce que ce framework a une spécificité sur la partie auto-apprentissage, auto-amélioration des skills, enregistrement de la mémoire. Et avec Achille, c'est surtout ça qui nous intéressait, et aussi le côté très focus. Encore une fois, notre objectif, c'était de créer des agents autonomes sur un scope précis. Là où un OpenClaw va plus être un généraliste et aussi un agent avec lequel on va pouvoir interagir, qui va pouvoir aussi faire des choses de manière autonome, mais qui est plus un assistant personnel qu'un contributeur autonome sur un scope défini. Est-ce que cet agent est personnalisable? Donc oui, comme on vient de le dire, cet agent, tout est personnalisable, que ce soit dans les signaux d'entrée, ça c'est juste des inputs que vous allez fournir à l'agent, donc ça peut être, ils peuvent être de tout type. Sur les outils, effectivement, tant que les outils ont soit un MCP, soit des API, il n'y a pas de limite dans les outils que vous pouvez connecter à l'agent. Et sur la partie modèle, effectivement, nous, on utilise OpenRouter. Et donc, grâce à OpenRouter, on peut brancher sur n'importe quel modèle, que ce soit du Claude, du OpenAI, du Mistral, du DeepSeek. Là-dessus, on est totalement libre. Agnostique, ouais. Ouais, agnostique. Et sur la partie LinkedIn, effectivement, en tout cas pour Unipile, vous êtes, entre guillemets, vous êtes limité en termes de signaux dans ce que vous pouvez faire manuellement via ce que vous autorise votre forfait.
Donc, par exemple, effectivement, si vous n'êtes pas premium, vous ne pouvez pas voir les vues de profil. Donc, avec Unipile, vous ne pourrez pas récupérer les vues de profil. Donc, voilà, il y a cette limite-là à avoir en tête. Yes, et pour être plus précis sur la prospection, en général, c'est vrai dans tous les cas sur la prospection et pas que pour les agents. Si LinkedIn est votre outil principal de prospection, moi je conseille quand même de prendre un compte premium. LinkedIn pousse quand même ses utilisateurs à jouer le jeu dès qu'on commence à faire un peu de volume. Il y a des limites à respecter au niveau du scrapping, au niveau du contact. Donc, si vous êtes pas premium, vous pouvez pas envoyer plus d'une centaine d'invitations par jour et par compte, par semaine et par compte. Quand vous êtes à premium, ça passe à 25 ou 30 par jour. Donc, ça offre tout de suite beaucoup plus de latitude pour faire de la prospection avec. Donc, ça dépend vraiment de l'intensité que vous voulez y mettre, quoi. Mais nous, avec Colin, on est premium. C'est un investissement, on va dire, selon votre activité à faire. Oui. Pour une idée approximative des coûts de nos prestations, on va dire sur la partie coaching, c'est entre 1000 à 2000 euros en termes de budget en fonction du nombre de sessions et principalement du nombre de sessions. Et sur la partie service, les Ça budgets, dépend de l'offre. ça dépend un peu de l'offre et du projet, mais les projets sont entre 3 000 et 15 000 euros, donc c'est une fourchette assez large, mais ça dépend vraiment de l'ampleur du projet à mettre en place. En partant de zéro pour la création de système, combien de temps on joue pour lancer un agent? Ça dépend aussi un peu, ça dépend de ton point de départ d'un point de vue technique et expérience. Mais si on va dire que tu as une bonne maîtrise de Cloud Code et que tu as une compréhension minimum sur la partie notamment API et workflow, en termes de temps de mise en place, donc on va dire, infrastructure de base de l'agent, ça prend peut-être une petite demi-journée. Et ensuite, pour lui donner, pour créer les skills, et les workflows, pareil, ça va aussi dépendre de la maturité que tu as sur les workflows que tu souhaites déléguer. Mais là, ça peut prendre entre une journée et plusieurs en fonction, encore une fois, de la complexité et de la maturité que tu as sur le workflow. Donc, difficile d'estimer. Mais si tu as déjà créé des agents vocaux qui sont plutôt qui sont relativement complexes à mettre en place, je pense que ça peut être relativement accessible et en moins d'une semaine, tu peux avoir un agent opérationnel sur un scope assez défini. Ouais, en fait, pour deux éléments d'analyse peut-être complémentaires, c'est le gros du travail, il est sur la compréhension préalable des workflows, mais ça c'est vrai, si vous avez essayé d'automatiser des choses, vous savez qu'en fait la grosse partie du travail, c'est pas de créer les automatisations en tant que telles, c'est plutôt de comprendre d'abord les process et de les mapper efficacement sur ce qui existe déjà pour documenter les process tout simplement. Et ça c'est le gros du travail que nous on fait aussi pour nos clients, hein, parce que souvent, c'est pas des choses qui ont été faites, qui vivent un peu dans la tête des gens, et en fait, lui, il est en congé, ou ça n'a jamais été trop fait, quoi. Donc ça prend du temps en amont. Et ensuite, en aval, du coup, arriver à un agent qui fonctionne, c'est relativement rapide, comme l'a dit Colin. Mais comme souvent, j'ai l'impression, dès qu'on construit des choses en IA, on peut être satisfait à peu près du résultat assez vite, mais dès qu'on veut quelque chose qui soit production grade, donc vraiment professionnel, ça demande quand même plus de temps, quoi. Il faut avoir des itérations, il faut qu'il envoie des messages, donc dans notre cas à nous, ça a pris quand même plusieurs semaines de le ramp up pour le tester sur des conditions réelles, éliminer les edge cases, donc les cas un peu spéciaux. Ça, c'est aussi la partie qui prend beaucoup plus de temps. Donc, pour avoir un truc fonctionnel, on va dire, c'est une question d'heures ou de petites journées. Après, c'est autre chose pour en faire quelque chose qui soit vraiment stable, etc., quoi. Oui. Merci à vous, merci à vous. Est-ce qu'on a créé des agents d'autres secteurs? Alors, on n'a pas encore un énorme portfolio d'agents, on va dire. Les plus différents qu'on crée, ils sont surtout pour notre propre cas d'usage. Par exemple, on a créé un qui est l'agent contenu, notamment SEO, qui va venir créer des articles plusieurs fois par semaine en fonction de tout un cas de sources, d'une veille, etc. Il y a un agent d'observabilité aussi qu'on a créé qui permet de gérer toute la partie infrastructure, coûts et bugs aussi. Parce que forcément, quand on augmente la complexité de l'infrastructure et qu'on crée des agents, c'est intéressant de les monitorer.
voilà, c'est des exemples de choses qui sont un petit peu autres que la partie prospection, de choses qu'on construit. Mais comme on a dit, un agent en soi, c'est un travailleur, donc on peut le brancher sur n'importe quel process, quoi. C'est ça. Il y a aussi des agents de veille qu'on a déjà créés, des agents pour la partie d'audit. Donc voilà, il y a pas mal de sujets qu'on a déjà traités, mais ça dépend vraiment des besoins. Et si surtout une automatisation classique ne peut pas faire le job pour le sujet en question. Connecter Unipile, Railway, Supabase, OpenRouter se fait comment? Alors, il y a une partie des connexions qui se fait donc dans Railway. Donc, l'agent, dans ses fichiers de config, il va avoir accès soit au script et donc à l'API des outils, ça va être le cas pour Unipile, soit au MCP, ça va être le cas pour Supabase. Et OpenRouter, c'est juste une clé API qu'on va mettre dans le fichier de config. Donc voilà, tout se fait entre guillemets à l'intérieur de Railway et dans la configuration de l'agent, donc ce que vous avez un peu entreaperçu sur GitHub. Et la partie Slack, effectivement, le framework Hermès, vous pouvez l'intégrer, voilà, l'agent où vous voulez, dans Discord, dans Telegram, dans WhatsApp, voilà, où il n'y a pas de Vous voulez. sur voilà, où vous pouvez interagir avec votre agent. Donc nous, on fait Par email, si vous voulez. c'est ça. Par Slack parce que c'est assez pratique pour nous, mais vous pouvez vraiment l'intégrer où vous le souhaitez. J'espère qu'on a répondu à tout le monde. Est-ce qu'il nous reste des questions ou quelqu'un qui veut lever la main et poser une question à l'oral? Ou pas? Ça marche. Eh bien, dans ce cas, avec plaisir, Christophe. Ouais, Julien, tu as une question? Oui, salut. Je voudrais savoir si pour la mise en place de l'agent, il faut entrer. Ça correspond à quelle offre? Elle est sur votre site internet ou pas? C'est la partie, ça dépend un peu la manière dont tu veux le faire. Si tu veux qu'on le fasse pour toi, c'est la partie construire. Donc, il n'y a pas voilà, une offre dédiée parce qu'encore une fois, en fonction du contexte, voilà, de ce que vous souhaitez faire à l'agent, voilà, ça peut varier pas mal en termes de complexité. Sinon, effectivement, on peut aussi faire sur un mode coaching. Après, encore une fois, voilà, c'est un processus. Donc, J'envoie un mail, c'est ça? Ok. Ouais, voilà. On prend voilà, rendez-vous, ok. on s'en parle, Julien. Ok, merci, ça marche. Merci à toi. Écoutez, merci à toutes et tous pour votre attention et vos questions. On espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce que c'est qu'un agent, comment ça tourne, parce qu'encore une fois, c'est pas magique. Ce que ça fait et ce que ça fait pas aussi, les limites. Un flow, encore une fois, un flow déterministe que vous pouvez construire sur Make, N8N, Clay, ça fait très bien le travail sur plein de cas d'usage. Là, on explore vraiment ce qui est possible et on espère que vous avez une meilleure vision de ce qui est intéressant d'utiliser dans le cas d'un agent. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou des projets de votre côté. Et on devrait continuer ce genre de webinaire régulièrement parce que déjà, ça nous plaît et ça nous permet de documenter ce qu'on apprend sur le chemin. Donc n'hésitez pas à vous connecter si ce n'est pas fait sur LinkedIn et à suivre nos actualités. Ouais. Et le prochain webinaire sera justement sûrement sur notre agent contenu. 100%, si ça vous intéresse. Voilà. Passez une bonne après-midi et puis on vous dit à la prochaine. Allez, à la prochaine. Ciao.